de l'Ouest-Hurlan, le festival des cultures de l'imaginaire. C'est quoi un mythe ? Et c'est quoi un mythe pour vous et pourquoi c'est important pour vous ? Vaste question. On voit que je cherche à gagner du temps. Non, mais disons, un mythe, c'est une grande histoire fondatrice. Et donc, il y a évidemment les grands mythes fondateurs de plein d'endroits du monde, de plein de continents. Les grands mythes fondateurs de l'humanité, entre guillemets, j'ai peut-être un petit peu de mal avec ça, parce que il y a un truc, je pense, sur lesquels on travaille beaucoup en fantaisie de nos jours. Après, pareil, Stéphane, tu me corriges dès que je me trompe, parce que franchement, tu t'y connais mieux. Mais c'est de voir au-delà des mythes fondateurs, simplement, de l'Europe ou de la France, et de voir que le monde est beaucoup, beaucoup plus vaste. Que parfois, peut y avoir des thèmes, des figures qui reviennent, c'est le côté rameau d'or, tout ça. Par exemple, vous avez l'histoire du lotus et du papyrus en Égypte, qui est donc un sacrifice de deux femmes qui fait que ça devient les deux plantes nourricières d'un pays. Et vous avez une histoire presque semblable, par exemple, pour le maïs, donc du côté des autochtones en Amérique du Nord, où pareil, il y a un sacrifice qui fait qu'une personne va devenir la plante nourricière. Donc évidemment, ça c'est le rameau d'or, ça a déjà été beaucoup écrit sur les mythes qu'on retrouve au fil des continents avec des variantes. Et d'un autre côté, en même temps, on voit aussi que les mythes changent énormément, évidemment, selon les continents, selon les cultures, que parfois ils sont réécrits par les envahisseurs. Et par exemple, pour un de mes romans, pour jeunesse, Drakkar éternel, j'ai travaillé sur pour le coup, la mythologie viking. Et mine de rien, la mythologie viking, on la connaît beaucoup par l'Edda de Snorri. L'Edda, donc c'est des grandes sagas, etc. Sauf que l'Edda de Snorri, en fait, elle est déjà écrite dans un monde qui est christianisé. Et elle a imposé souvent une vue chrétienne, c'est-à-dire notamment très manichéenne, sur des mythes qui ne l'étaient pas, par exemple. Donc voilà, donc les mythes, il y a à la fois une certaine universalité, mais qui ne doit pas cacher, mine de rien, une vraie diversité des mythes. Et puis, alors là, c'est peut-être, le moment où je sors un peu des définitions universitaires, mais aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. T'as dit, oui, j'ai une formation de scénariste. À la base, je suis une grosse geek de cinéma et notamment de cinéma de genre. Et donc, mon dernier roman, celui qui a en avant-première sur le festival, c'est Hollywood Monsters. Et en fait, ça se passe dans les années 30 à Hollywood, dans les studios où on tourne les premiers grands films de monstres, les films de monstres classiques. King Kong, Dracula, Frankenstein et tout, qui pour certains sont évidemment inspirés d'histoires plus anciennes ou de romans plus anciens, mais qui, mine de rien, créent une nouvelle mythologie. Et une nouvelle mythologie qui, par moments, pour les jeunes générations, va être plus connue, plus fondatrice même, que certains des mythes sur lesquels, par exemple, Frankenstein s'est appuyé. Finalement, maintenant, c'est Frankenstein que les jeunes générations vont connaître. Et c'est ces monstres classiques-là qui vont être à nouveau déclinés, redéclinés, etc. et qui deviennent quelque part, une nouvelle patte mythique. Et je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de se rappeler de ça, c'est-à-dire que les mythes, c'est pas juste un truc qui a été créé il y a des siècles et des siècles et des siècles. C'est vraiment une patte en mouvement et c'est un amalgame. Et il y a des nouveaux mythes qui peuvent se rajouter, de nouvelles manières de dire le monde, parce que finalement, pourquoi les mythes, ça nous touche, pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que ça dit le monde autour de nous. Et on s'aperçoit qu'un mythe a été créé finalement, quelque part, facilement un siècle après. Et là, tout à coup, il y a une forme, il y a quelque chose qui a pris cette patte-là. Et peut-être que oui, effectivement, pour une partie maintenant du monde, King Kong, il est plus connu qu'Atlas, mais il résonne aussi. Et il dit quelque chose sur le rapport à l'homme, il dit quelque chose sur le rapport à la nature, qui nous interroge aussi et qui nous interroge finalement autant que des mythes plus anciens. Voilà, en fait, j'ai beaucoup parlé pour quelqu'un qui est pas spécialiste. Stéphane, je te laisse, t'as fini ton strepsil. T'as eu le temps, hein. Merci Estelle, et je retiens la première punchline de la soirée. King Kong, il est plus connu qu'Atlas. De la soirée, enfin. Je suis encore un peu dans les brumes de la soirée, mais passons. Donc tout va bien aller, rassurez-vous. Donc que rajouter? Je dirais que ce qui est très important dans un mythe, c'est que c'est une histoire collective, c'est une fiction collective autour de laquelle on peut se retrouver. Je sais pas si vous avez lu Sapiens, mais il y a un chapitre qui m'avait interpellé, c'était le fait qu'un groupe humain n'arrive à se coordonner qu'aux alentours d'une petite centaine de personnes naturellement, et que la seule façon de coordonner des grands groupes d'humains, c'est de créer des fictions collectives, des histoires autour duquel on peut se retrouver, ou des concepts fictifs comme l'argent, des frontières, une nation, une religion, autour duquel on peut se retrouver. Et donc ce rôle-là des mythes est essentiel. Ce sont des histoires autour duquel on peut se fédérer et qu'on peut partager. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a de nouveaux mythes qui émergent. Je crois qu'on peut parler d'un mythe à partir du moment où l'œuvre devient collective.
C'est peut-être une définition personnelle, mais à partir du moment où il y a plusieurs auteurs qui se sont appropriés une histoire pour la faire évoluer, pour l'examiner sous d'autres angles, pour la mettre en valeur de différentes manières, alors on commence à avoir un mythe. Et c'était le cas évidemment de l'Iliade, puisqu'on sait qu'elle est attribuée à un pseudo-Homère, mais qui est en fait un collectif d'Aèdes qui a dû se bâtir sur des siècles, où on a des dramaturges qui vont s'emparer des mythes grecs pour regarder sous un certain angle, par exemple. Chacun va y mettre son regard. On est dans quelque chose de collectif. Et les nouveaux mythes dont parle Estelle, qui sont vraiment une réalité, on peut par exemple citer le Seigneur des Anneaux, puisqu'il a des continuations de cette histoire, tant à travers le jeu de rôle qu'à travers les films, qu'à travers différentes déclinaisons finalement des orques, des nains, des elfes et de tout ce qu'il a amené. On a quelque chose qui devient collectif. Si on prend par exemple un super-héros comme Batman, il était repris, travaillé et vu sous différents angles de vue par différents auteurs. Il interroge quelque chose de notre réalité. Bon, dans le Seigneur des Anneaux, on a une interrogation sur le pouvoir et la façon dont il corrompt. Batman, je l'ai pas étudié de près, mais j'imagine qu'on est dans une interrogation sur la justice aussi, mais aussi sur la justice et la façon de la rendre et le droit de la rendre soi-même. On est dans un mythe d'origine américaine, c'est pas un hasard, mais c'est aussi quelque chose qu'on s'est approprié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus des mythes qui ont une portée internationale, mais notamment grâce au cinéma. Et ça, c'est chouette parce que à partir du moment où une grande partie de l'humanité, on n'y est pas encore quelque part, parce qu'on a encore des réceptions culturelles très très différentes d'une série d'œuvres et parfois des versions censurées, expurgées, très différentes des mêmes films, etc. Mais on peut commencer à fédérer de grandes parties de l'humanité parfois autour de mêmes mythes connus. Et je pense que là, il y a un rôle, réellement une place pour les mythes modernes, c'est d'arriver à se retrouver tous autant que possible et à développer quelque chose qui est vital pour la survie de l'humanité, à mon sens, qui est la conscience collective. Si on n'arrive pas à penser en tant qu'humanité, en tant que planète, on va pas passer le cap, on va pas passer cette étape. Et donc c'est important finalement d'arriver à construire des mythes, à aller puiser et connaître d'autres cultures, les mythes d'autres civilisations, comme le disait Estelle. Voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est important aussi d'interroger nos mythes, de questionner les mythes. Donc je pense que quelque part la fantasy, dont la matière principale est le mythe, est le besoin de renouer avec l'épique, avec le mythe, avec la pensée magique, avec nos racines quelque part. Elle est en train aussi, d'une certaine manière, de chercher à s'universaliser ou à moderniser les mythes et à les recréer de façon universelle. On a une première étape où la fantasy a vraiment voulu renouer avec nos racines quelque part en étant le plus proche possible. Et maintenant, quelque part, on en sort. On interroge, on questionne, on remet en cause, par exemple, le côté élitiste des cycles arthuriens, le fait que toute cette littérature, par exemple, tout le roman de chevalerie et finalement aussi les grands épiques sont toujours centrés sur l'élite et la noblesse. Nous, on essaie de recréer. Estelle le fait très bien. Des gens comme Patrick Dunay le fait très bien. J'y touche aussi. Travailler sur le peuple aussi, par exemple. Pas toujours rester cantonné dans l'autre sphère. Parce que là, vous commencez à parler de choses qui, j'aimerais bien qu'on aille là-dedans. C'est comment est-ce que vous vous documentez, en fait? Parce que vous commencez à en parler là. Est-ce que je peux juste rebondir 30 secondes? Oui, vas-y. Stéphane. Alors, je te préviens, on est de très méchants auteurs en table ronde, on a parfois tendance à Mais je rebondir vous les uns couperai sur la les autres. parole, c'est pas grave. Voilà. Non, juste, je voudrais ajouter 2 choses sur ce qu'a dit Stéphane, parce que t'as parlé d'un mythe qui a plusieurs auteurs, et aussi quelque chose qui, je pense, est vraiment important, c'est que, pour moi, il y a vraiment une puissance mythique quand on sort des auteurs officiels, entre guillemets. C'est-à-dire, quand il y a, plein de gens autour qui n'ont pas forcément publié chez des éditeurs, qui n'ont pas forcément fait des films officiels qui sont sortis chez des distributeurs et tout, mais qui eux aussi font leur propre vision des mythes, font leur propre tournent des vidéos dans leur garage, font des super beaux cosplays en festival geek, et disons une image qui m'a marqué. Après c'est hyper simple, mais à la fois c'est symbolique. C'est quand j'étais à Valparaiso, dans les fresques de rue de Valparaiso, donc il y a plein de fresques de rue là-bas, et puis en plus c'est l'une des plus belles villes au monde, je trouve. Après c'est autre chose, mais il y en avait une où il y avait sur la même fresque de rue, en fait, la Pachamama et la créature du lagon noir ensemble et dans la même image. Et voilà, c'est quelque part ça aussi. Disons, c'est un langage qui peut être universel, mais en même temps, je pense l'un des risques de notre période, c'est de croire à une fausse uniformisation des mythes, à un monde où, en gros, on serait tous des fans avec tout ce que. Alors, j'adore les super-héros, mais où on serait tous des fans de Batman, Superman et des Avengers.
sans voir que quand même, si et heureusement, il y a une profonde différence et une profonde richesse culturelle à justement aller voir ces différences et aller les mettre en avant et vraiment aller se nourrir de ça aussi et pas se dire, disons, on est une période un peu paradoxale parce que avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il y a quand même eu de fait une période qui nous a encouragé à un certain repli sur soi parce qu'il y avait un repli physique nécessaire mais qui devait pas forcément s'accompagner d'un repli mental, mais là ça pouvait aussi. Et par moments, oui, effectivement, on a tendance à avoir ce qui se passe en Europe, voir ce qui se passe en France comme universel, et c'est vraiment pas le cas, quoi. Et c'est absolument pas le cas. Et j'ai eu la chance, dans ma vie, de pouvoir voyager, de pouvoir parler avec des gens de plein de côtés du monde, même maintenant par Internet, depuis que quand on n'a pas pu trop bouger non plus, et de voir qu'on peut penser le monde d'une manière différente de la nôtre. Déjà aussi, ça permet peut-être de pas désespérer dans une période actuelle où on a l'impression que tout est bouché par moment chez nous, de dire non mais la preuve c'est pas bouché ailleurs, et de voir qu'il y a d'autres manières que justement les mythes dont tu parlais, le côté encore une fois roi, guerrier, violence, etc. de penser le monde, et qu'il y a déjà des gens qui ont pensé le monde autrement. Et là je rebondis sur ta question, tu vois, c'était bien fait en fait. Non, et par exemple, l'une des choses qui m'ont poussé à écrire Ouijigo, c'est notamment derrière il y a des mythes algonquins. Et vraiment de me renseigner sur tout ça, sur les mythes algonquins, sur les autochtones du Canada et tout. Et comment notamment c'est des mythes qui pensent à partir de cultures qui vivent en communauté, qui vivent ensemble. Donc, où justement l'une des forces, vraiment néfastes, qui crée Ouijigo, qui crée cette créature, c'est certes la faim, évidemment, mais c'est aussi la solitude, par exemple. Et c'est aussi une créature dévorante qui peut naître de l'excès de solitude. Et voilà, ça interroge le fait que l'homme peut pas vivre seul. Et après, donc, surtout quand je sais pas ce que t'en penses Stéphane, mais nous on parle de mythes qui ne sont pas forcément européens, qui sont pas forcément ceux dans lesquels on a grandi. Même si j'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents qui m'ont fait voyager, découvrir plein de cultures quand j'étais super jeune. Et là, il faut quand même, à fortiori de nos jours, mais je pense de tout temps, se poser la question de pourquoi nous on va en parler. Quelle perspective nous on peut amener, sachant qu'on n'a pas grandi là-dedans. Et déjà bien faire sa documentation, sérieusement. Et puis, peut-être être là pour faire dialoguer les mythes. C'est-à-dire pas tant pour prendre un autre mythe et soit l'interroger, ou pire, s'en servir simplement comme d'un joli décor. Comme d'un joli décor façon peinture exotique du 19e siècle, quoi. Mais, voilà, de le faire dialoguer avec nos mythes, d'enfance, ceux avec lesquels on a grandi, etc. Et de voir ce que ce dialogue peut apporter, en fait. Ce que ce dialogue peut révéler. Et après, oui, donc pour la documentation, énormément de livres, c'est la base, complétés par de la recherche sur Internet, complétés par d'autres livres qui amènent à d'autres recherches sur Internet, librairie, bibliothèque, le rayon documentation historique du Gibert du Quartier Latin, qui est les librairies de musées, c'est génial les librairies de musées quand vous voulez creuser un sujet spécifique. Et puis l'avantage quand on est auteur, c'est qu'aussi on a des bonnes excuses pour aller embêter les gens en vrai. Donc aller poser des questions aux gens qui savent. Et ça, voilà, c'est génial parce qu'on peut aller dire, oh, en fait, etc. Et dans la documentation, je pense aussi un truc qui est très important quand on est autrice, quand on est auteur, c'est se dire que de toute manière, on va jamais faire quelque chose parfaitement et qu'il faut aussi garder cette humilité-là. Que de toute manière, forcément, les imperfections font aussi partie du jeu. Et voilà, et quand même garder ça. Oui, ce que j'ai envie de rajouter, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est que effectivement, quand on travaille un mythe qui n'est pas de notre culture, et d'ailleurs même avec les mythes de notre culture, on court le risque de mal les comprendre. Donc il faut essayer de tourner autour, de les regarder sous plusieurs angles, de bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais il y a des choses qui nous resteront probablement tout à fait toujours inaccessibles, des choses qui ne peuvent pas nous parler. Et quelque part, c'est pas très grave, parce qu'on va faire peut-être autre chose avec le mythe. On va peut-être le transformer en un autre mythe. Mais c'est déjà ce que fait chaque nouvel auteur qui s'approprie un mythe ou qui met un autre regard dessus. Donc, il faut pas voir le mythe comme quelque chose de figé, ni comme quelque chose qui n'a qu'un seul sens. On peut aussi se permettre d'en faire quelque chose d'autre et de le faire parler autrement. Du moment qu'on garde en tête qu'il n'y a pas une vision tout d'un coup occidentale qui doit s'imposer, changer le sens de ce qu'il y en avait un autre à l'origine pour sa culture, et qu'on évite cette appropriation culturelle, quoi. Mais en même temps, le mythe c'est fait pour se métisser.
Quelque part la fresque que tu évoques avec la Pachamama je trouve ça génial parce que ça montre deux mythes qui coexistent et c'est exactement comme ça que s'est structurée l'Antiquité, qui absorbait les dieux et les mythes des cultures voisines, essayait de tisser des parallèles parfois artificiels entre les divinités pour dire ça c'est une version d'Apollon, ça c'est une version de Zeus, je retrouve mes dieux, et essayer de prétendre un peu de chercher une forme d'universalité mais dans une myriade de facettes et de dieux différents. Il y avait une volonté d'accepter tous les autres mythes et les autres divinités qu'on retrouve en Inde, qui est un pays qui pour une partie, parce qu'il y a aussi des forces très fanatiques aussi là-bas, mais qui est quand même un pays qui a beaucoup absorbé, comme le faisait l'Antiquité, et fait coexister des religions. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'à ce niveau-là, le monothéisme nous a fait pas mal de mal, puisque quand on regarde les grands épiques de l'Antiquité, l'Iliade, le Mahabharata, le cycle de l'Ulster irlandais, on a d'affrontements de deux armées, de deux camps, dont l'un est le camp légitime, pour une raison qui tient parfois à des détails du code de l'honneur ou à différentes choses, mais dans tous les cas, dans les deux camps, il y a des héros, des gens vertueux, des gens admirables et remarquables. C'est Hector qui est plus enviable qu'Achille, c'est Dronacaria ou Bhishma dans le Mahabharata, qui sont vraiment de grands héros très vertueux, qui respectent les codes du dharma remarquablement, etc. Et ce sont des gens qui ont de la valeur dans les deux camps. Donc on n'a pas une vision manichéenne. Au contraire, on a des héros grecs qui vont servir aussi à illustrer des failles de l'humanité. Il y a ce héros, je sais plus si c'est le grand Ajax, qui devient un fou d'orgueil parce qu'il a perdu les armes d'Achille, etc. C'est des épisodes qui sont très intéressants. Mais donc on est dans des histoires qui sont pas du tout manichéennes. Pourquoi? Parce que les dieux sont dans les deux camps. Parce que les héros sont les enfants des dieux. Et donc ça permet une vision du monde qui était beaucoup plus riche que ce qu'on nous a présenté à Hollywood pendant tout le XXe siècle, dans lequel il ne peut y avoir que le camp du bien, parce que Dieu ne peut être que dans un camp. Et donc on avait une richesse du mythe, et alors j'ai pas de caution universitaire pour le dire, mais quand même l'impression que le monothéisme est bien en cause dans la vision beaucoup plus manichéenne qu'on a donnée à... Enfin, il y a eu un appauvrissement du mythe qui culmine assez bien dans le cinéma du XXe siècle, où d'une part on suit absolument le modèle, le canevas du mythe du héros, qui est je sais pas si vous connaissez le monomythe, c'est Joseph Campbell qui a un jour trouvé et essayé de prouver que tous les mythes du monde entier suivaient un même canevas de voyage initiatique du héros qui bascule dans le monde du surnaturel, affronte des forces, accomplit à un moment un grand combat et en revient avec des pouvoirs, un voyage initiatique. Le modèle marche pour une série de choses. Je suis pas tout à fait convaincu de son universalité parce que je trouve ça vite dangereux de vouloir appliquer une grille de lecture. Mais donc le cinéma a reproduit ce modèle très longuement de voyage initiatique jusqu'à la caricature en fantasy où dans les années 80, 90, je dis 90, vous avez vu, bel effort pour un Belge. Il y avait ce canevas tout le temps reproduit qu'aujourd'hui aussi on essaye d'exploser, de faire voler en éclats, parce que le mythe du héros qui voyage, qui accomplit de grands exploits, on commence à en avoir soupé. Et en plus c'est un mythe qui a pour moi le défaut de représenter un monde qui fonctionne. Alors je pense qu'on doit pouvoir aussi représenter dans le mythe des mondes qui ne fonctionnent pas quelque part, des mondes où il n'y a pas de mobilité sociale, des mondes qui restent fondamentalement injustes, et le dire par exemple. Donc voilà, donc il y a toute une série de canevas, et puis alors le bien, le mal dans un seul camp, etc. C'est des canevas que je trouve la fantasy actuelle en tant que prolongation du mythe se doit de faire voler en éclats. Et pour continuer sur la documentation, la seule chose que j'ajouterais, c'est que c'est toujours intéressant d'exploiter des mythes qui nous ont marqués ou des univers qui nous ont marqués pour faire quelque chose de personnel. Moi, j'ai été élevé en Inde quand j'étais gosse, j'ai vécu 2 ans en Inde, donc j'ai vraiment été baigné dans le Mahabharata, le Ramayana, les mythes hindous. Et c'est pour ça que l'univers de mes romans, l'univers des Sentiers des Astres, est un univers qui mélange vraiment les inspirations indo-européennes, notamment celtiques, grecques et romaines, avec une forte consonance hindoue. Et là, quelque part, je crois que je parle de la documentation, j'arrive à autre chose, mais que je bâtis mon mythe personnel et que je suis dans une tentative plus ou moins inconsciente d'unifier mes propres racines, de synthétiser mes propres racines, comme mon personnage principal dans mon premier tome, comme Manesh, qui a des origines très différentes et qui essaie de s'unifier et de faire quelque chose avec sa double origine. Et voilà, le mythe, parfois, ça peut être aussi quelque chose d'assez
d'assez personnel, mais le principe général du mythe, qu'il soit collectif ou quelque part individuel, c'est d'externaliser quelque part les vécus, de les représenter dans une sorte de terrain neutre, de champ neutre où on peut re-raconter l'histoire sans se sentir impliqué et la regarder à distance et en même temps y reconnaître ses propres vécus, mais en les objectivant, en étant plus dedans. Et c'est intéressant parce que c'est puissant, parce que justement, quand on sort de l'histoire, on peut la regarder de l'extérieur et on peut devenir un peu plus objectif. C'est Robin Hobb qui m'avait dit dans une interview que tu veux parler de la guerre, tu veux traiter de la guerre, tu le fais en mettant en scène les Russes et les Américains, tout le monde a choisi son camp. Mais tu le fais dans un monde imaginaire, tu peux montrer les horreurs de la guerre, tu peux montrer les responsabilités dans les deux camps, tu peux montrer comment l'escalade se fait, etc. T'es à distance et les gens n'ont pas choisi leur camp, ils peuvent vraiment observer le mécanisme et c'est plus intéressant. En fait, alors je vais rebondir sur ce que Stéphane a dit, donc désolé. Ouais, deux choses. Il y a un petit truc dont tu m'as fait penser dans la documentation aussi, c'est très bête. Mais pour sortir de notre carcasse, quand on peut aller sur place, vraiment, parce qu'il y a des choses. Pour le coup, on a une période où avec Internet, on a accès au monde entier, mais en même temps, il y a des choses qu'on va découvrir que sur place. Des choses qu'on va sentir que sur place. Et sur le métissage aussi des mythes, par exemple, quand je suis allée à Terre-Neuve pour Ouijigo, donc ça se passe à Terre-Neuve pour l'essentiel, dans les choses que j'ai découvert sur place, c'est, alors là, je pense que ça va parler à une partie de la salle, il y a un encou à Terre-Neuve. L'encou, ça vous parle ici, je pense? Ouais, ok. Et c'est vraiment un encou qui a été amené là par les Terre-Neuvas. Mais mine de rien, il s'est inclus dans le tissu mythique local, il a sa forme locale qui est pas tout à fait la même que celle qu'on va trouver chez nous. Et voilà, et c'est l'encou de Terre-Neuve. Bref. Mais surtout, là où je voudrais alors, sur le monomythe, je suis largement d'accord avec Stéphane. Je n'aime pas le monomythe, je n'aime pas tout ce qui prétend donner un sens unique au monde. Je suis contre l'anatomie du scénario de John Truby qui prétend être universel alors que c'est qu'une forme très réduite qui correspond à un cinéma particulier. Voilà, bon. Comme ça fait longtemps que j'ai pas dit du mal de Truby. Ouais. Mais par contre, là où je nuancerais sur le cinéma, parce que, en tant que grosse geek de cinéma, justement, le cinéma de genre, le cinéma fantastique, c'est en fait celui qui s'est construit souvent dans les failles, dans les interstices, qui s'est construit pas forcément là où était le cinéma respectable. Et justement, en fait, il se construisait ailleurs. Et il construit encore toujours d'autres formes. Et par exemple, c'est le premier à avoir vraiment donné la parole comme forme d'art à ce point et avec quelque part une portée aussi grand public à des minorités, à des marginaux, à des exclus. Et beaucoup des mythes, quelque part, et des grandes histoires qui traversent le cinéma de genre, finalement, parlent de ça, parlent de ces marginalités-là. Donc, par exemple, dans toutes les grandes histoires qui traversent le cinéma de genre, il y a les jeux où on pousse les gens à s'entretuer. Donc, et ça peut être aussi bien du Hunger Games, donc qui est très young adulte et tout. Je précise, j'écris du young adulte et j'aime ça, hein, donc c'est pas du tout contre le young adulte, mais qui a cette visée très young adulte, très presque pour le coup, puis là pour le coup un côté très américain aussi dans Hunger Games et tout. Et puis d'un autre côté, dans les moins connus, mais dans les années 70, par exemple, le même genre, il a donné Punishment Park. Et Punishment Park est un film vraiment très engagé qui est joué en fait par de véritables, notamment militants des droits civiques. Et quand ils jouent les brutalités policières et tout, c'est ce à quoi eux ont été confrontés en fait, par exemple. Et c'est ça, et ils jouent leur vie sur le film avec la même base d'histoire. Et voilà. Et en fait, c'est sans faire exprès ce que j'aime quelque part. Comment dire? Il y a plein de grands films ou de grandes étapes de l'histoire du cinéma de genre qui sont faits un peu par des voies détournées qui finalement nous ont marqués à fond. Mais ces voies détournées, quand on les regarde, on s'aperçoit qu'elles avaient une cohérence. Par exemple, le réalisateur du premier Frankenstein, je sais pas si c'est un peu connu dans la salle, parce que donc lui, il est hyper marqué par la Première Guerre et par les horreurs de la Première Guerre, et il arrive à Hollywood pour tourner de la comédie musicale. Et il va se retrouver à réaliser Frankenstein, et comme ça va être un tel succès, tout ça, ce Frankenstein-là, ça va le poursuivre toute sa vie. Et surtout aussi, c'est vraiment ce film-là qui va, faire basculer pour plein de générations le focus du mythe du créateur à la créature. Et c'est la créature, donc marginalisée, mise à la porte de l'humanité, qui va devenir une héroïne
qui va devenir le héros, parce que c'est Frankenstein, le monstre de Frankenstein, c'est un homme qui va devenir un héros, qui après va avoir la fiancée de Frankenstein, etc. Et c'est comment le monstre, mine de rien, va pouvoir prendre une posture héroïque, va être plus humain que nous et nous pousser à remettre, mine de rien, en question notre humanité que nous considérons trop facilement comme acquise. Et donc, voilà, ça bouscule les codes, ça bouscule les barrières, mais à la base, c'est un gars qui venait faire de la comédie musicale et du feel-good à Hollywood, quoi. Et qui finalement, va se retrouver à être pris dans un truc qui va complètement le dépasser. Il s'attendait pas à ce que ça soit un succès pareil. Il s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Et en même temps, peut-être que ça devait prendre une telle ampleur aussi. Et là-dessus aussi, sur le réalisateur du premier Frankenstein, je crois que le titre en anglais, c'est... je sais plus, mais en gros, il y a un livre aussi qui interroge notamment le fait qu'il est homosexuel et le rapport entre son homosexualité et la création cinématographique. Et le fait qu'il donne des voix à des marginaux, c'est parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout son succès, restait toujours, pour une partie, en marge de ce qui devait être la figure obligée, donc de l'homme qui réussit dans le tout Hollywood. Et quelque part, Frankenstein, malgré tout le succès qu'a la créature aujourd'hui, ça reste toujours un monstre aussi. Et ça interroge ça reste un monstre au sens en marge du monde respecté, respectable. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous parle. Et donc, on sort complètement du monomythe, en fait. Et c'est pour ça que le cinéma, y compris le cinéma hollywoodien, y compris les personnages et les figures les plus récupérées par les grands studios aujourd'hui, elles ont des racines qui n'appartiennent pas, à donc cette entreprise globalisante et tout ça. Elles ont des racines qui appartiennent à des choses beaucoup plus humaines, qui viennent d'endroits beaucoup plus humains, beaucoup plus marginaux, et qu'on peut tous quelque part se réapproprier le temps d'un texte, le temps d'une fanfiction, le temps d'un cosplay, quoi. Du coup, je vais continuer dans cette optique-là, dans le sens que donc pour ceux qui connaissent Ouijigo, du coup là on est dans la Terre-Neuve et c'est une question pour tous les deux évidemment, hein, c'est pas que pour Estelfy. Mais il y a une série récemment, je sais pas si certains l'ont vu, qui s'appelle Yellow Jacket, qui a fait un peu de bruit aux États-Unis et qui, moi quand j'ai vu la série et quand j'ai lu ton livre Estelle, j'ai fait un énorme parallèle. Je me suis dit c'est incroyable, il y a vraiment les mêmes histoires, voilà. Et ils sont sortis tous les deux du coup en 2021. Donc gros hasard ou pas. Et du coup ma question ce serait un peu quel lien, parce que vous parlez de métissage, vous parlez de mythologie contemporaine ou de nouveaux mythes, et du coup dans cette circulation cinématographique, sérielle, enfin voilà, il y a toute une circulation transmédiatique qui est en train de se faire. Et quelle place vous accordez aux autres fictions, donc du coup plutôt peut-être cinéma, série, télé, dans votre travail d'écriture? Et est-ce que vous diriez qu'il y a un retour en ce moment du mythe, des mythes anciens qui viendraient nous donner une lumière pour savoir où l'humanité va? Vous avez commencé un peu à répondre à ça. Et comment on peut expliquer ce retour du mythe actuellement dans le cinéma, la série, et évidemment du coup il y a aussi les jeux vidéo, et puis dans votre travail d'auteur. Stéphane, peut-être d'abord. Alors pour les autres supports, moi je réalise que j'ai dans mes sources d'inspiration des bandes dessinées, dont par exemple les Corto Maltese, dont j'aime le côté aventure humaine, c'est où les personnages justement sont pas du tout manichéens, où ils ont leurs failles, leurs fissures qui peuvent les mener à leur perte, ou leur code d'honneur qui peut les mener à leur perte. On a des personnages délicieusement ambigus, on a cette quête de soi-même et qui n'est plus du tout adolescente, qui est profondément adulte. Donc j'aime beaucoup. J'ai le travail de Bourgeon, de François Bourgeon sur les Compagnons du Crépuscule. Moi, ça reste une œuvre majeure. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué en fait en bande dessinée. Et je vais pas commencer à tout citer. Au cinéma aussi, bien sûr. Le retour du mythe, le besoin du mythe, je suis pas sûr de le comprendre bien. Je suis pas sûr que nous, les auteurs de fantasy, on comprenne parfaitement à quoi on répond. J'ai l'impression qu'on a un profond besoin dans notre société de renouer avec les mythes et avec les mythes d'une part en général et avec nos origines. Bon, le mythe c'est aussi l'explication des origines. Et je pense qu'on a un moment où l'humanité, c'est un ballon d'essai, ce que je dis. L'humanité est un peu à la croisée des chemins, se transforme, s'est déjà transformée de façon très marquée. Notre espérance de vie a quasi doublé, nos chances de décès en bas âge ont fortement diminué, notre fertilité aussi, etc. Les rapports humains ont changé, on a un rapport différent à l'intimité, on vit beaucoup moins en groupe. On n'est plus dans des toilettes collectives comme dans la Rome antique, pour prendre un exemple très trivial. On a vraiment changé en tant qu'humain et on a un rapport au monde très très différent. On possède une quantité d'objets qui est phénoménale, que nos ancêtres, il y a même 200 ans, dans les campagnes, regarderaient avec des yeux étranges. Et en plus, on s'apprête à changer encore plus.
ou à disparaître, mais en tout cas à changer si on continue et à aller peut-être vers quelque chose qui est le transhumain, mais même sans aller jusque là, avec de forts changements. Si on suit la courbe d'augmentation d'espérance de vie, ça pourrait s'accélérer très fort, et il y a des pistes technologiques qui pourraient montrer une accélération exponentielle de l'espérance de vie. Bon, on verra bien sur quel terminateur on tombe après, mais voilà, on change très fort, et il y a une discipline qui est la science-fiction qui explore ces nouveaux chemins qui sont des chemins qui sont pas toujours accessibles, qui sont même pas accessibles à nos connaissances empiriques, à notre bon sens. Il y a rien de plus traître que le bon sens qui fait appel à ce qu'on connaît, à notre mémoire, ou à des structures du cerveau qui sont héritées de la préhistoire. Ils sont pas du tout efficaces pour anticiper des phénomènes globaux comme le réchauffement climatique et des phénomènes à long terme. On est conçu pour anticiper des dangers tels que mourir de faim au prochain hiver. Donc on a une vision à 1 ou 2 ans de terme sur les réserves qu'on peut faire, mais on sait pas aller plus loin d'instinct. Donc on a vraiment besoin de nouveaux outils. Il faut arriver à croire en ces nouveaux outils, et on est un peu dans une crise de ça aussi. C'est en particulier depuis la crise sanitaire, par rapport au réchauffement climatique, etc. Une difficulté à appréhender comme réel, même si on sait que c'est réel, on a une difficulté à vraiment à intégrer parce qu'on n'est pas conçu pour. Mais donc, tout ça pour dire qu'on est devant des chemins qui sont totalement nouveaux, et que la science-fiction est une des rares démarches, je ne veux pas parler de discipline, mais parfois on n'en est pas loin, mais démarches qui extrapolent ce qu'on va devenir, et avec une certaine valeur, en tout cas exploratoire, sinon prédictive. Par rapport à ça, la fantasy, c'est peut-être un petit peu l'autre point de la ligne qui nous permet de comprendre notre trajectoire. Parce qu'on a toute une série de futurs possibles, et on a besoin, au moment même où on est en train de changer, on a besoin aussi de voir d'où on vient et de comprendre d'où on vient. Outre le mythe, je pense que la fantasy répond aussi à un besoin de renouer avec la pensée magique, avec l'époque où on n'était pas tout puissant, où on ne contrôlait pas la nature, l'époque où on avait peur de la forêt, où on avait peur de la nuit, où on avait peur des fauves encore, où on n'était pas cet être dominant ce contrôle fric total qu'on est devenu. Il y a ce besoin de renouer avec les origines, que je sens confusément, et qu'on retrouve aussi quand on voit les gens qui font de la reconstitution historique, ce que j'ai fait moi-même pas mal, comme les bretteurs que vous verrez là-bas. C'est aussi le plaisir de se retrouver dans une tente, dormir dans la paille, autour d'un bon feu de camp, à faire rôtir quelque chose à la broche, etc. C'est de retrouver des plaisirs simples, des couches fondamentales de notre humanité. Je crois qu'on a besoin de renouer avec ça. Et parfois de le réinventer, et parfois d'ailleurs on fantasme. On fantasme nos propres origines, mais parfois ça fait du bien aussi. La question à la base, c'était... C'était ça. Non, mais c'était ça. T'as bien répondu. Merci. En fait, là, pour le coup, moi, je vais m'inscrire dans une pensée totalement différente de celle de Stéphane. Donc, c'est bien parce que vous voyez, ça y est, il y a de la polémique et tout sur cette table ronde. D'habitude, c'est avec Lionel Davoust que je polémique, mais on est de plus en plus d'accord sur des trucs, on vieillit. Non, mais voilà, on vieillit, tu sais. Bref. Parce que, pour le coup, j'ai un parcours qui, en fait, est assez différent du tien, j'ai l'impression. Et pour une raison très simple, donc toi notamment, tu vois, t'as passé donc une partie de ton enfance en Inde. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Ouais, tout de suite, c'est moins glamour. Et surtout, c'est-à-dire nulle part. Et dans une banlieue parisienne qui est très neutre en fait. C'est-à-dire, oui, pas super privilégiée, avec des côtés super cités, mais pas que non plus. Donc pas les grandes banlieues pavillonnaires très éloignées, mais les très proches banlieues juste de l'autre côté du périphérique. Donc voilà, les espaces qui n'existent pas en fait. Et avec des parents qui chacun pareil avait donc quitté leur province respective pour se créer une vie aussi là dans ces banlieues parisiennes. Et puis après avec mes études je suis allée dans des endroits où j'aurais pas été supposée aller. Donc parce que moi je suis fille de prof, petite fille d'instit, et tout à coup je me retrouve dans la plus grande école de cinéma de France, où une énorme majorité des élèves viennent de très haut milieu culturel et tout quoi. Et voilà, et moi le soir je marche 1 heure en sortant de l'école quand il y a les soirées où évidemment on doit aller dans le monde de la culture pour prendre un bus de nuit pour rentrer dans ma banlieue, parce que j'ai pas les mêmes moyens qu'eux, j'ai pas les moyens d'habiter sur Paris et je rentre dans ma banlieue quoi. Et voilà, donc c'est ça, j'ai grandi nulle part, et mes potes aussi, et finalement, quand on a découvert le jeu de rôle, quand on découvrait le cinéma de genre, quand on découvrait les premiers Star Wars et tout, on avait l'impression qu'en fond, on avait une culture qui pouvait être à nous aussi, qu'on pouvait se réapproprier.
Et au début, c'était ça en fait, c'est de trouver une culture qui soit à nous, parce que donc on prenait le RER hyper souvent pour aller dans Paris, pour aller voir des films, pour aller faire des trucs et tout. Mais on savait que Paris c'était à la fois à nous et pas à nous, quoi. On avait tous des histoires familiales et par moments très fortes par certains coins. Moi notamment, j'ai de la famille du côté de Limoges, donc et j'ai été élevée aussi avec le souvenir des grandes grèves de Porcelini de 1905. Normalement, ça parle moins que l'on coud dans cette salle. Voilà. Mais notamment c'est c'est un des premiers grands mouvements de grève contre ce qu'on appelait pas à l'époque le harcèlement sexuel, quoi. Et c'est vraiment ça qui a été dans les déclencheurs des grandes grèves de 1905. Et voilà, j'ai grandi aussi avec cette culture-là. Mais c'était quand j'allais dans ma famille à Limoges ou quand on m'en parlait. Et moi j'étais dans cette banlieue neutre où quelque part on crée nos propres histoires. Et donc ce qui à la fois donnait un côté un peu paumé, mais en même temps une grande liberté. Parce que comme on n'avait pas de racines fortes, on pouvait prendre un peu tout ce qui nous plaisait, tout ce qui nous parlait pour créer nos propres mythes et pour faire nos propres chemins. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec quand même, le mythe a toujours été là. Peut-être que c'est plus visible, plus qu'un renouveau. Moi, je dirais il y a une visibilité du mythe, notamment avec le cinéma geek qui devient une sorte de culture dominante, les séries geeks qui reviennent, etc. Mais il y a aussi savoir d'où on vient. Et effectivement, c'est essentiel de mettre en avant donc les identités, c'est essentiel. Mais en tant qu'humain aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en détacher. C'est qu'on peut créer nos propres identités. On peut créer aussi nos propres familles. Et voilà. Et moi, je veux dire, j'ai 3 nièces et un neveu. Il y en a 2, c'est les filles de mon frère. Et il y en a 2, c'est les enfants de mon meilleur ami. Et c'est pareil, c'est la même famille. Et c'est se dire que oui, savoir d'où on vient, c'est bien. Mais créer nos propres mythes, créer nos propres familles, c'est super important aussi. Donc voilà. Faire attention quand même quand on regarde en arrière, quand on cherche ses racines, que ça soit pour nourrir un mouvement vers l'avant et non pas pour nourrir un recul et un repli sur soi. Stéphane, tu voulais réagir, j'ai une autre question après. Ouais, écoute, je vais faire bref pour que pour aller vers tes questions ensuite. Mais c'est vrai que la question de ne pas aller en arrière et du repli sur soi est assez cruciale en fantasy, puisqu'on a quand même été accusé d'être une littérature passéiste. Et dans une certaine mesure, des auteurs l'ont parfois été. Et je pense que on est vraiment dans un mouvement qui, pour le moment, en sort très fort. On a beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs résolument considérés comme progressistes, qui vont justement mettre en scène le monstre, c'est-à-dire tout ce qui dépasse du cadre, du modèle présenté comme les normes par la société ou comme les normes de la réussite, que ça soit pour de très bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons, par exemple pour représenter des pulsions peu souhaitables de la nature humaine. Mais on a quand même beaucoup puisé dans le mythe, dans les mythes médiévaux et antiques. J'ai dit tout à l'heure que c'était des mythes qui mettaient en scène la noblesse, et souvent pour la noblesse, en tout cas l'épique, ce sont tous des héros issus de la noblesse, où on représente souvent d'ailleurs dans les mythes arthuriens les paysans comme des êtres laids, difformes, etc. Faut absolument casser ça. On peut plus continuer à représenter ça, quoi. On doit vraiment ces histoires le mythe de l'élu. Enfin, je veux dire, l'idée d'un élu, c'est détestablement déterministe. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime que mes personnages, même si à un moment ils peuvent croire qu'ils ont un destin, justement, n'en est pas. Sinon, celui qu'ils vont s'inventer. Donc voilà, c'est important. Les vrais héros de nos jours, c'est par exemple les migrants. Eux, on peut parler de voyage du héros, un vrai voyage du héros, et que d'épreuves, mais à l'arrivée, on n'est pas toujours certain d'avoir la situation finale rêvée par Joseph Campbell, avec quelqu'un qui a accompli, qui s'est créé une vie et qui est reconnu et accueilli comme un héros, alors qu'il le mériterait. Donc il y a beaucoup de choses à raconter. On a des auteurs qui interrogent les mythes et qui les re-racontent pour justement dénoncer ce qu'ils sous-tendent. Par exemple, on a Camille Le Boulanger qui vient de sortir un livre que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le chapiteau. Il est là, il le signe, vous pouvez le rencontrer en chair et en os, qui est un jeune auteur qui interroge le mythe de Cuchulainn, donc le grand héros irlandais du cycle de l'Ulster, et qui dénonce le côté l'idéologie viriliste derrière ce mythe et tout ce qu'elle a toxique. Donc c'est super intéressant d'aller creuser ce genre de pistes. Et puis il y a la capacité aussi de réinventer le mythe ou d'explorer ce qu'il dit, donc de voir ce qui est contingent et ce qui est universel. Ce qui est contingent, donc ce qui est par exemple très daté d'une époque, il faut pouvoir le dénoncer, et c'est ce que fait Camille avec l'idéologie viriliste, l'idéologie militaire qu'on retrouve dans pas mal de mythes. Et puis il y a des choses universelles qu'on peut réinterroger. Et qu'on peut finalement se dire, mais ça, dans le fond, ça parle aussi à notre époque. J'ai un petit roman là qui est un petit roman à côté de mon cycle qui s'appelle Dévoreur, qui raconte
l'inquiétante transformation d'un brave montagnard, un brave père de famille qui va changer de comportement sous l'influence d'une étoile néfaste qui brille seulement au-dessus de sa maison. C'est une relecture du mythe de Cronos. Et alors j'ai pas trop dévoilé le propos, mais le mythe de Cronos, c'est très intéressant. Vous connaissez Cronos, il est moins connu que Godzilla, mais il dévore ses enfants pour ne pas qu'ils lui succèdent. Il dévore les futurs, et c'est pour ça qu'on l'appelle Chronos, c'est parce que le temps, c'est-à-dire la succession des générations, n'est pas possible tant qu'il est là. Et ce mythe de Chronos, il est super moderne à la réflexion. On est dans une société où on se met plus de limites, et où finalement on dévore les possibles de nos propres enfants, on dévore leur futur en dévorant les ressources dont ils auront besoin et en mettant des limites à la planète. Donc quelque part, c'est en écrivant sur cette créature, si vous voulez, que sur ce monstre, puisque c'est un dialogue très intime avec le monstre, c'est un peu ce que je voulais au départ, c'est d'avoir un monstre qui au départ est un ami, mais qui devient un monstre et avec lequel on peut donc dialoguer pour vraiment comprendre sa mentalité de façon très intime, que l'humain reste là derrière le monstre, c'est ça qui le rend plus effrayant. Mais c'est vraiment en écrivant l'histoire, alors qu'on se rend compte du propos du mythe. D'ailleurs, c'est une histoire que j'ai interrompue pendant 15 ans avant de la terminer parce que je me sentais pas mûr. Je savais qu'à la fin, au moment d'aborder le dialogue avec le monstre, je savais que j'avais pas encore compris. Et c'est quand j'ai compris que j'ai pu le finir, ce texte. Donc il est resté en attente très longtemps. Mais donc voilà, il faut réinventer le mythe et il faut parfois aussi interroger ce qu'il a d'universel. C'est deux facettes différentes. Il y a ce qu'il faut changer, il y a ce qui est plus adapté, il y a ce qui est plus acceptable même de nos jours, et puis il y a ce qui est universel. Alors pour petite dernière question avant de passer aux questions du public, faut qu'on a un peu de temps à échanger avec le public quand même. Dans vos deux romans, du coup plutôt Manèche pour le Sentier des Astres et du coup Ouijigo, vous avez des mythes plutôt océaniques ou aquatiques. Enfin il y a des mythes, enfin il y a toute une part terrestre, mais il y a tout un passage sur l'eau. Enfin le rapport à l'eau est très important dans Manèche. Le périple se passe d'abord sur l'eau, et puis dans Ouijigo il y a un gros rapport à l'eau. Je vais pas dévoiler, etc. Et du coup, comment parce que voilà, moi je sais que quand je les ai eus, je me suis dit, je connais beaucoup de mythes qui se passent en fait sur la terre, le sol, et du coup vous avez mis en avant des mythes où il y avait un rapport à l'eau, et du coup pourquoi et en quoi justement dans tout ce que vous venez de nous raconter, ça vous c'était plus pertinent pour vous ou plus intéressant à mettre en valeur pour vos lecteurs. Disons, pour moi, l'océan, il a toujours été là. Donc, depuis toute petite, je vais en vacances dans un côté où ma famille s'est un peu implantée en Charente-Maritime. Et voilà, il y a un port, il y a de la mer, ça a toujours été là, il y a toujours ces horizons immenses. Et en fait, quand on parlait d'histoire familiale et de se réinventer et tout ça, à la base, je viens de deux familles vraiment super terriens, donc d'un côté des ouvriers de porcelaine super prolos du côté de Limoges, et de l'autre des petits artisans, petits paysans dans des petits villages d'Écosse ou des Pyrénées. Donc voilà, des gens super terriens qui pendant des années ont pas vraiment, des générations même ont pas vraiment voyagé. Là, j'ai un oncle qui est en train de faire l'arbre généalogique du côté Limougeot, et en gros, donc grosso modo, on était tous pauvres, on était tous en gros dans 20 kilomètres autour de Limoges. Et l'un des trucs, le fait le plus saillant de la famille, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Léonard et Léonard. Voilà. Et puis notamment, donc, ça a commencé un peu avec mon arrière-grand-père. Il y en a qui ont voulu partir, il y en a qui ont voulu voyager. Et donc, mon arrière-grand-père, il commence hyper pauvre, il est orphelin. En plus, il a une sœur qui est lourdement handicapée, qui est à sa charge. Et donc, il commence ouvrier, il joue du cornet à piston le soir, dans les balles. Et puis, il prend des cours du soir pour être cheminot, parce qu'il est fasciné par les trains, il est fasciné par ses voyages qu'il peut pas faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est devenu cheminot et qu'il s'est retrouvé donc dans un petit coin de Charente-Maritime. Et après, ses enfants, sa fille, il a eu qu'une seule fille, parce que justement, il voulait qu'elle puisse avoir une bonne éducation, aller un peu plus loin. C'est ma grand-mère, et elle a fait des voyages scolaires. Et puis, mon père est prof de physique, mais il est dans tout un réseau d'astrophysique international avec ma mère, où ils ont voyagé beaucoup plus, et ils s'intéressent beaucoup aux savants voyageurs. Et ils nous ont fait grandir là-dedans. Et voilà, l'océan, c'est pas un truc qui est... un truc que je vous envie beaucoup pour beaucoup d'entre vous ici en Bretagne, c'est que vous avez d'énormes racines océaniques. C'est que, je veux dire, je croise des gens qui ont eu des Terre-Neuva dans leur famille, quoi. Et c'est extraordinaire. Vous avez des familles qui ont vécu, qui vivent encore des aventures incroyables. Moi, à la base, ça m'appartient pas, ces histoires-là. Voilà, moi, à la base, je suis une fille qui s'est retrouvée en vacances à Charente-Maritime parce que mon arrière-grand-père, il rêvait de train, il rêvait juste de bouger un peu au-delà de Limoges. Et écrire sur l'océan,
ça me permet de me réapproprier tous ces voyages. Vraiment, ça me permet d'approprier tous ces rêves, d'aller voir plus loin. Je suis fascinée par le XVIIIe siècle maritime, comment des gens dans des conditions mais vraiment dramatiques, hyper dures, et sur les bateaux, les équipages partaient loin et tout à coup voyaient des horizons incroyables s'ouvrir, et comment ça changeait des choses dans la tête aussi. Comment le fait de changer un horizon, ça change une vision du monde. Et comment, mine de rien, avec toutes les difficultés qu'il y a sur la mer, à fortiori à cette époque, il y a des rencontres entre les civilisations, il y a des rencontres entre les cultures. Et à la fois, j'écris là-dessus parce que ça me passionne, parce que je pense que c'est un message très fort à nous dire encore aujourd'hui. Mais peut-être aussi qu'en écrivant ces histoires, c'est une façon un peu pour le coup, de les faire miennes et de dire, moi aussi, quelque part, je vais m'inscrire dans cette histoire qui n'est pas la mienne à la base, qui n'est pas mon histoire familiale, qui ne sont pas mes racines, mais je m'invente aussi parce que la littérature, pour le coup, et a fortiori l'imaginaire, nous donne le droit de nous réinventer. Et j'ai une de mes cousines qui a 20 ans de moins que moi, qui a fait pas mal de cosplay à une époque, et elle vient d'un petit trou d'Ariège. Et mine de rien, avec ses deux meilleures amies, où elles étaient un peu marginales dans leur trou d'Ariège, parce que notamment elles aimaient lire. Donc ouais, non, mais en plus ma cousine, elle était rousse, donc vraiment elle avait tout le défaut. Et mais voilà, mais quand elles mettaient leurs costumes, quand elles allaient au Toulouse Geek Show, et puis après plus tard quand on allait, donc moi j'étais la grande cousine qui les accompagnait à la Japan Expo sur Paris, elles se réinventaient et elles devenaient des héroïnes. Grâce à ça, grâce à des costumes, grâce à des histoires, grâce à des légendes qu'elles se réappropriaient et qui n'étaient pas celles de leur petit village d'Ariège, mais qui étaient finalement leur véritable identité. Et elles se créaient une identité. Et peut-être que, voilà, à la fois, il y a tout ce rêve d'océan qui, je pense, est super important à partager de nos jours. Cette idée qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui sont tellement plus grandes que nous, et c'est bien, et il faut préserver ça. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'il y a souvent quand même une pensée écologique assez forte dans plusieurs de mes bouquins. Parce qu'il faut préserver ce monde qui nous dépasse. Sinon, juste, déjà, il va nous détruire, et puis on va quand même détruire quelque chose qui est tellement plus grand et tellement plus beau que nous, quoi. Et qui a tellement à nous apporter. Donc, évidemment, il y a cette vision-là, mais il y a peut-être aussi beaucoup plus égoïstement la manière que j'ai donc de me faire une petite place dans cette histoire-là aussi. Stéphane, un petit mot. Plus bref, ouais. Voilà. De mon côté, c'est le fleuve, hein. C'est pas la mer. Ça a pas du tout le même rapport. On est devant un groupe d'hommes et de femmes qui remontent un fleuve à travers une forêt boréale. C'est un peu l'Alaska, avec des moyens du Moyen-Âge, avec des gabarres à fond plat, ce qui permet vraiment une grande aventure humaine. Et ici, c'est l'eau à la fois comme frontière. D'ailleurs, elle joue vraiment ce rôle comme frontière magique avec un véritable pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de mythes. Et puis, c'est surtout l'eau comme élément fluide et comme courant, essentiellement, comme courant qu'il faut affronter, qu'il faut remonter pour aller explorer la source du sacré, en fait, et le mystère des mystères mystiques, puisque à la source du fleuve résiderait un oracle fabuleux qui pourrait apporter de grandes révélations et de grands saluts. C'est un peu l'objet magique finalement qu'on recherche à ramener du mythe, c'est cet oracle. Et à la fois la source les clés de la compréhension de soi-même. Donc c'est vraiment, le voyage est un peu un prétexte pour que les personnages se révèlent à eux-mêmes et se révèlent les uns aux autres, puisqu'on a vraiment au départ du voyage des personnages qui sont mystérieux, qui sont énigmatiques et qui vont apprendre à se connaître et à s'apprécier ou pas, et à fonctionner ensemble ou pas, à s'entrechoquer, etc. Mais c'est vraiment ce côté aventure humaine qu'on retrouve dans Apocalypse Now, dans Aguirre, la colère de Dieu. C'est vraiment le voyage qui sert de prétexte aux rencontres. Et dans la fantasy, c'est un voyage. C'est pour ça qu'aussi, Trudy, je remets aussi en cause les grands schémas et les grands dogmes du scénario. C'est que dans un voyage, le plus important, c'est souvent l'inattendu, l'accessoire, ce qui n'était pas prévu au programme. Et c'est là que se font les rencontres les plus importantes et les éléments les plus importants. Et ça suppose d'accepter, parfois même, y compris dans l'écriture, de jouer le jeu du voyage et d'accepter qu'il y a un peu de gras, qui est parfois de beaux détours, parce que c'est peut-être cela qu'on retiendra le plus. Allez, pour finir, quand j'ai revoyagé en Inde adulte, un des plus beaux moments qui me soit arrivé, c'est en allant visiter le site hyper touristique de Mahabalipuram, les tailleurs de pierre. Et donc il y a une route le long de la mer qui a 1 kilomètre de la plage. Tout le kilomètre entre la route et la mer, c'est hyper touristique, c'est plein de sculptures de pierre. Il y a la fameuse fresque de la cesse d'Arjuna qui est sculptée sur le rocher, qui est fabuleuse. Et puis dans le bus, j'ai rencontré une étudiante en histoire. Comme moi, je venais de finir mes études d'histoire, mais une étudiante en histoire indienne,
on sympathise et pour une fois on a une relation authentique parce qu'on était unis par nos études. Il dit venez chez moi à Mahabalipuram, je vous offrirai un mango juice, un jus de mangue. Et donc on est parti de l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route, les blancs n'allaient jamais, c'était le village et on n'avait pas fait 100 pas devant qu'on avait 40 Indiens derrière qui venaient nous escorter parce que un blanc et il vient chez nous, c'est juste délirant. Et on était à 400 mètres de la partie hyper touristique. Et donc, je suis arrivé dans une maison où il y avait une seule pièce, le matelas au mur qu'on couchait le soir, un ventilateur qui a failli me décapiter parce que je suis un peu plus grand que, voilà. Et voilà. Et c'était une des rencontres les plus extraordinaires, mais c'était beaucoup plus important finalement que d'aller voir la cesse d'Arjuna. C'était beaucoup plus riche, c'était totalement imprévu. C'est une des choses qui m'intéresse dans la fantasy, qui pour moi est essentiellement un voyage. Merci beaucoup. Estelle, il faut qu'on passe aux questions du public. Tu vas pouvoir continuer à parler et à répondre aux questions. Du coup, voilà, on a environ une dizaine de minutes pour pas trop dépasser. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Et on a un micro qu'on peut faire circuler. Après, on s'entend bien, sinon... Bonjour. J'ai une question un peu plus d'actualité. Alors, vous avez dû voir ce phénomène-là. J'ai des amis qui sont libraires chez Cultura, Fnac, etc. et qui voient en ce moment arriver dans leur rayon depuis même 2-3 ans, le rayon ésotérisme qui prend une ampleur folle, mais folle au point qu'il y a des pierres, etc. Et est-ce que, moi-même, je crois que j'ai jamais autant créé en tant que maquettiste d'oracle et de tarot de ma vie, et je me demandais si voilà tout ce phénomène avec les sorcières, le retour de l'ésotérisme, etc., c'est pas une façon de créer notre mythe, ou en fait de se réapproprier notre pouvoir. Enfin, quelque chose dans ce genre. Je voulais savoir ce que vous en pensiez un petit peu. Donc là, c'est le moment, pareil, je vais peut-être un peu redevenir polémique. Disons, il y a pas mal de choses qui me gênent un peu là-dedans. Parce que quand on parle du mythe, quand on parle des histoires, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une manière de comprendre le monde. Et par exemple, pour Ouijigo, j'ai travaillé sur les sorcières et notamment donc j'ai bossé ma doc sur les procès de Salem, même s'ils sont pas là, mais il y a des histoires de procès de sorcières, donc savoir comment ça s'était passé et tout. Et il y a aussi beaucoup d'histoires, par exemple, dans les procès de sorcières, dans la preuve fantôme, tout ça, c'est-à-dire en gros qu'on disait oui, non mais j'ai vu le diable à côté de telle personne, donc forcément elle est coupable, et comment ça a plus été accepté après les procès de Salem, etc. En fait, il y a des histoires très humaines et très concrètes derrière, et par exemple, maintenant, il y a quand même beaucoup d'indices sur le fait que les procès de Salem, c'était beaucoup des histoires de deux familles rivales et une qui voulait prendre les terres de l'autre, quoi. Donc, disons, pas oublier que derrière beaucoup des histoires de sorcières, etc., il y a des histoires de pouvoir, il y a des histoires de politique, évidemment, des histoires de place des femmes, que les mythes doivent nous aider à comprendre le monde, et ce qui me gêne dans une partie de la mode moderne de l'ésotérisme, c'est que, au contraire, on vend, parce que c'est quand même beaucoup un phénomène commercial, on vend une sorte de pensée magique qui nous permettrait de sortir du monde, mais pour aller où en fait? Pour aller dans quelque chose qui très souvent nous enferme sur nous-mêmes, entre donc nos cristaux, nos visions magiques, etc., qui est créer une sorte de société parallèle, en général parce que justement on a les moyens de se la créer, on a les moyens aussi d'acheter ses cristaux, ses livres, ses tarots, et d'avoir une vie où on n'a peut-être pas tous les jours des problèmes du quotidien qui viennent taper assez fort à notre porte aussi. Et voilà, j'aime rêver plus large. Par contre, je trouve que l'échappatoire du monde dans ce qui pourrait très facilement ressembler à un nouvel obscurantisme, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Et autant rêver de magie, oui, mais en sachant pourquoi on rêve de magie. Et en sachant que voilà, ça nous fait rêver, ça réenchante le monde. Par contre, créer un nouvel obscurantisme, on a vu que l'obscurantisme, pour le coup, ça a fait beaucoup de mal dans le passé, quel qu'il soit. Donc, pour moi, je m'en méfie beaucoup dans l'avenir, et je pense que justement, l'une des responsabilités qu'on a dans l'imaginaire, c'est de dire avant tout, on est là pour réenchanter le monde, on est là pour vous faire rêver, on est là pour vous aider à comprendre le monde, mais pas quelque part pour vous vendre des solutions clés en main d'échappatoire illusoire. Je vais essayer de plus rester dans la tentative de compréhension du phénomène, même si je partage certaines inquiétudes d'Estelle. Je pense que l'homme a besoin l'humanité a besoin profondément de contrôler l'incontrôlable depuis toujours,
et que l'ésotérisme répond à ce besoin. Tout comme on a besoin de, quand quelqu'un tombe malade ou qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, de trouver une raison dans les actes mêmes de la victime, parce que ça permet de se dire oui, mais la victime, elle a fumé, elle a couru, elle portait une jupe trop courte, etc. Moi, je fais pas ça, donc ça ne m'arrivera pas et c'est rassurant. C'est un des mécanismes de défense psychologique. Et l'autre, c'est justement de trouver une façon de contrôler en disant si j'ai une pierre magique autour du cou, ça n'arrivera pas, j'aurai pas de souci, ou j'arriverai à guérir le truc qui est compliqué à guérir par les moyens normaux. Alors, d'une part, on est dans une société qui nous a habitués à tout contrôler, et à ce qu'on ait le droit de tout contrôler et que toute notre vie, notre santé, tout soit sécurisé, tout soit, qu'il ne puisse rien nous arriver. Et d'autre part, on a une crise de foi dans le modèle qui nous a permis de contrôler un maximum de choses, dans le modèle scientifique, avec des responsabilités aussi qui sont parfois dans le monde scientifique ou industriel lui-même, évidemment. Hein. Je veux dire, la crise du mouvement anti-vax ne naît pas de nulle part. Elle naît aussi du fait qu'il y a eu de véritables mensonges, de véritables malversations, des fausses études des cigarettiers, etc., qui fait qu'au départ, je comprends l'interrogation qu'on puisse se poser. Évidemment, le problème, c'est qu'elle ouvre la porte à des tas de choses encore moins fiables et des tas de gens encore plus charlatans. Mais donc, d'une part, on a besoin de contrôler d'autant plus, et d'autre part, on est en crise par rapport au modèle auquel on croyait. Donc, on va d'autant plus chercher des modèles alternatifs, des médecines alternatives, des solutions alternatives qui, en plus, ont un énorme avantage. En termes de facilité d'adoption, c'est qu'ils sont beaucoup plus simples, voire simplistes, que la réalité scientifique ou médicale, qui peut parfois être beaucoup plus complexe et beaucoup moins sûre dans les promesses qu'elle formule, mais parce que voilà, on n'a pas le contrôle complet sur nos vies. En fait, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, je pense surtout que la volonté de voilà, on va mettre une babale entre nous. La volonté de contrôle, mine de rien, non, je suis pas sûre. Pour le coup, voilà, pour avoir travaillé sur d'autres mythes aussi, notamment sur les mythes chinois avec Porcelaine, mon tout premier roman qui pour l'instant est plus accessible. Hein, donc voilà, mais bientôt réédition si tout va bien, tout ça. La volonté de contrôle qu'on a là, on nous fait passer ça pour un universel de l'humanité, mais ça l'est pas forcément. Et justement, remettre en question la validité même de cette volonté de contrôle, se demander si une vie réussie, c'est une vie où on arrive à tout contrôler, ça me paraît absolument essentiel aujourd'hui. Et plutôt que de chercher de nouvelles manières d'essayer de contrôler le monde, essayer de se dire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une vie où on accepte de pas avoir le contrôle sur tout? Et mine de rien, voilà, je reviens au XVIIIe siècle maritime. Non, mais en plus, là, je suis plongée en plein dedans parce que faut vraiment que je finisse ce roman, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de laisser l'univers. Enfin, bref. Mais il y a ça aussi, il y a mine de rien ces gens qui s'embarquaient, et même avant, les premières grandes traversées d'océan et tout, c'est des gens qui s'embarquent dans des aventures incroyables sans savoir s'ils vont arriver au bout. Et ils s'embarquent quand même. Et retrouver un peu de cet esprit-là, de se dire, on va s'embarquer dans l'aventure, on sait pas où ça va nous mener, mais il faut bien que quelqu'un la commence quelque part. Et par exemple, dans la lutte contre le dérèglement climatique, c'est ça. C'est pas de se dire, nous tout seuls, on va arriver à faire quelque chose, mais on va commencer, nous, à faire ce qu'on peut, à s'embarquer à notre manière dans cette aventure, sans se dire qu'on peut tout faire, sans se dire que c'est nous tout seuls qui allons avoir une solution, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde imparfait? Sur quoi on doit laisser le contrôle, et même par moments, c'est pas plus mal en fait que la vie nous surprenne, qu'on ne contrôle pas tout. Et voilà, une de mes terreurs d'enfance, c'était de me dire mais je sais ce que je vais faire toute ma vie, et ça me terrifiait de savoir. Donc l'avantage, c'est que maintenant je suis Autriche, j'ai la vie la plus insécure au monde. Là-dessus, au moins ça. Mais par exemple aussi, c'est quand on écrit une histoire, il y a des auteurs qui ont des plans très très cadrés, qui les suivent et tout, et qui font des plans scène à scène. Et moi, l'une des choses que j'adore, alors je fais des synopsis, des plans pour pas les suivre, c'est quand il y a des personnages qui vont m'entraîner dans des directions inattendues. Mais voilà, et donc j'étais comédienne au départ, quand j'ai commencé le théâtre, je l'ai commencé en France, et en gros, l'école française où ils jouaient, pour résumer outrageusement, c'est vraiment une école de, grosso modo, on prend le texte, on va beaucoup l'étudier, on va dire donc à telle réplique que tu fais 3 pas en avant, etc., parce qu'il faut que ça dise ça, etc. Et donc on a vraiment une sorte de canevas très précis. Et après, je vais à San Francisco, un peu par hasard, et je me retrouve dans une école de théâtre américaine qui avait jamais vu d'élèves françaises avant, qui je crois n'en a jamais vu depuis. Et là, on bosse selon la méthode Stanislavski, et puis même un peu les dérivés qui existent là-bas sur la côte ouest. Et en gros, c'est l'idée qu'on va apprendre à connaître son personnage au maximum de l'intérieur, en essayant de se mettre dans sa peau, vraiment avec toutes les expériences qu'il a pu avoir, son passé, etc. Pour que le moment où on arrive sur scène, les gestes du personnage, ses attitudes nous viennent naturellement.
Et donc, moi, la petite française cartésienne élevée à Louis Jouvet, commentaire de texte, tout ça, la première fois que j'arrive là, je trouve que c'est un truc de gourou, quoi. Donc, avec le prof principal, on a eu quelques moments un peu difficiles. Et puis, je me dis, tant pis, je tente, quoi. De toute manière, on va pas mourir idiote. Et il y a le moment où ça m'arrive, en fait, sur scène. Et quelque part, accepter de pas avoir le contrôle sur tout, c'est accepter justement de trouver ça, de trouver quelque chose de beaucoup plus fort. Et voilà, c'est pour ça que plus tôt que de trouver d'autres manières d'avoir le contrôle ou des chemins alternatifs de reprendre du contrôle sur nos vies, se demander ce qu'on peut faire, comment aussi on peut se développer et quelque part trouver quelque chose dans une vie où on peut pas tout contrôler, ou de toute manière on va pas chercher à tout contrôler. On peut peut-être prendre une deuxième question, il est 11h, faut pas qu'on traîne trop sur le timing. Ce sera la deuxième et dernière question malheureusement. Bonjour. Pour revenir sur la documentation, je sens qu'on pourrait pousser très très loin, et à un moment vous avez une remarque dans ce sens-là. Donc je voudrais savoir comment vous parvenez à déterminer à quel moment votre documentation est suffisante, votre connaissance du sujet est suffisante pour dire allez c'est bon là on y va. Ben, elle est jamais, hein. Je veux dire, à un moment il faut lâcher le bébé, il faut se dire j'ai une histoire, j'ai une vision du monde, j'ai une couleur. Je pourrais pas rendre compte dans une histoire de toute la complexité du sujet, des différentes facettes. À un moment, il faut juste y aller. C'est quand on sent qu'on a suffisamment de matériaux et même un peu plus de matériaux que ce qu'on pourra mettre dans le livre. Alors de toute manière, c'est quand là où je rejoins Stéphane, c'est complètement quand on connaît assez, quand on connaît beaucoup plus sur un sujet que ce qu'on va mettre dans le livre, c'est là le moment où on peut se lancer. Quand justement on peut un petit peu faire bouger nos personnages un peu librement dans le monde parce qu'on le connaît bien au-delà de ce dont on a a priori besoin. Et il y a un moment en fait, mais c'est comme en écriture, il y a un moment où on sent que quelque part c'est prêt qu'il faut se lancer. Après il y a toujours un côté saut dans le vide, mais c'est ça aussi qui fait qu'on se sent vivant. Après je sais pas pour toi Stéphane, mais pour moi la documentation elle continue aussi pendant l'écriture parce qu'il y a un moment je vais m'apercevoir que comme mon personnage tout à coup il décide d'aller à gauche au lieu d'aller à droite, voilà parce que bon et il faut que je le suive. Je vais avoir besoin de tel ou tel truc de documentation. Et donc, ça continue. Et par moment, ce point de documentation, je vais pouvoir le retrouver dans un des livres que j'ai déjà, mais je l'avais un petit peu survolé, mais je sais qu'il est là. Par moment, je me retrouve à chercher désespérément davantage de documentation sur l'Irlande au XVIIIe siècle, qui en fait n'est pas la partie la plus étudiée de l'histoire d'Irlande. Et là, voilà, faut aller chercher. Donc, c'est un mélange de connaître beaucoup plus le monde dans lequel on fait évoluer nos personnages que ce dont on a besoin. Et pour moi, de toujours la documentation elle continue, mais jusqu'à ce que je signe le BAT, le bon à tirer pour que le livre soit publié, quoi. Oui, puis ça fait des anecdotes marrantes, hein, parce que là, par exemple, je travaille sur une société de pêcheurs urbaine dans une ville en pleine décrépitude, dans un récit de vie qui va commencer dans le prochain tome. Et du coup, je me suis renseigné sur la pêche au thon dans l'Antiquité, dans la Byzance de l'époque hellénistique, et c'était passionnant. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment des entreprises collectives où on traîne d'immenses filets de tonnerre, et ça me permettait justement dans la documentation de trouver ce que je cherchais, à savoir l'origine de communautés sociales qui vont de solidarité qui vont évoluer en semi-gang à la fois plèbe et à la fois pêcheur et donc je poste sur Facebook que c'est quand même un métier passionnant, le métier d'écrivain. Je viens de lire une enquête, ça m'a amené à lire une enquête géniale sur la pêche au thon et j'ai eu plein de réactions avec des smileys rigolos. Les gens croyaient que je rigolais en disant voilà, pêche au thon à l'époque hellénistique, donc plein de gens qui se marraient. Moi, je trouvais ça génial. Et ça permet d'éviter les lieux communs à la documentation. C'est ça qui est important, c'est on a surtout tout ce qui est médiéval, antique, on a tendance à pratiquer des lieux communs qu'on reproduit. Il y a tellement de choses différentes à creuser qui permettent alors de donner des ressorts d'action intéressants. Voilà, par exemple, la deuxième fois où j'ai écrit une grotte dans ma saga, j'avais déjà une grotte dans le premier tome, j'en avais une dans le troisième, mais j'ai fait donc recherche sur les grottes, non pas parce que je recherchais un sujet précis, mais je voulais des grottes intéressantes. J'ai découvert des tas de grottes fabuleuses et j'ai de quoi faire encore plusieurs grottes dans différents récits. Un dernier mot, Estelle Je voulais rebondir sur la documentation et puis tu vois après avec les grottes tu m'as perturbé. Et puis la documentation par moment elle nous poursuit même après le livre. Et par exemple en fait pour Ouijigo, donc ça se passe à Terre-Neuve, je suis allée jusque là-bas et notamment alors un truc qui est génial c'est que il y a des librairies qui sont méga cool à Terre-Neuve. Voilà. Et et puis il y a notamment Helen's Book à St. John's où j'ai trouvé plein de docs et il y a vraiment une mise en avant du patrimoine et de l'histoire locale là-bas qui est super cool, notamment en bouquin. Et d'ailleurs, j'ai été interviewée ensuite par le Gaboteur qui est le seul journal en langue française de Terre-Neuve et Labrador.
Et avec la journaliste, on s'est retrouvés sur Helen's Book et tout, parce que elle, c'est un des endroits où elle va super souvent, donc voilà. On a des océans, bref. Mais Ouijigo, il est passé en audiolivre aussi, et c'est la première fois que j'ai un de mes romans qui passe en audiolivre. Et j'avais fait donc cette documentation sur les Béotucs, les Indiens de Terre-Neuve, qui notamment laissent des huttes en bouleau à différents endroits de la forêt pour que n'importe qui puisse en fait s'y reposer. Et c'est vraiment un peuple qui est axé sur la survie, mais dans un sens hyper non égoïste du terme. Donc forcément, quand les premiers colons européens sont arrivés, ça s'est mal passé pour eux, pour les Béotucs. Mais voilà, et donc ces huttes en bouleau, elles s'appellent des Mamarek. Sauf que je savais l'écrire, mais en fait, je ne savais pas le prononcer. Et je m'en suis rendu compte au moment où on enregistrait l'audiolivre. Donc il fallait que je trouve comment le prononcer en à peu près 24 à 48 heures. Alors là, il y a un truc qui est merveilleux, c'est les réseaux de l'imaginaire, du fantastique et tout ça. Et il se trouve donc que j'ai une lectrice qui, elle, travaille sur une thèse d'anthropologie, qui justement donc est à fond dans ces sujets-là, et qui m'a trouvé la prononciation de Mamarek, que donc maintenant je peux vous prononcer correctement. Donc voilà, la documentation, ça s'arrête jamais. Merci, on va devoir s'arrêter là. Je rappelle quand même que du coup ils sont donc aussi sur le festival. Vous pouvez toujours aller les voir pour poser des questions, pour continuer à discuter ce thème. Donc merci à tout le monde et puis on peut les applaudir quand même.